Alors, imaginez un instant un monde où l'argent, tel qu'on le connaît, s'arrête tout simplement de circuler. C'est un peu le scénario catastrophe qui s'est produit après la chute de l'Empire romain. Mais comment est-ce qu'une superpuissance économique a pu en arriver là? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer l'ordre monétaire médiéval pour comprendre comment les règles du jeu économique ont été complètement réinventées. On a souvent cette image en tête, Rome s'effondre et pouf, la monnaie disparaît. Mais en réalité, c'est bien plus subtil que ça. Le vrai problème, ce n'est pas de savoir si les pièces existaient encore. Parce que oui, elles existaient. La vraie question, c'est pourquoi ont-elles arrêté de bouger, de passer de main en main? Le problème, ce n'était pas le métal, c'était la machine qu'il faisait circuler. Pour bien saisir l'ampleur de l'effondrement, il faut d'abord regarder la machine monétaire romaine quand elle tournait à plein régime. Ce n'était pas juste un tas de pièces d'or et d'argent, non, c'était un véritable circuit, un système dynamique et super efficace qui irriguait l'ensemble de l'Empire. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant et même un peu contre-intuitif. On pourrait penser que tout part de l'impôt, que l'État collecte de l'argent avant de le dépenser. Mais pour Rome, c'était exactement l'inverse. L'État dépensait d'abord. Il frappait des pièces et les injectait dans l'économie pour payer ses légions, ses fonctionnaires, pour construire ses routes et ses aqueducs. C'est la dépense publique qui donnait vie à la monnaie. Ce fonctionnement crée une boucle incroyablement puissante. L'État mettait la main sur les métaux précieux, que ce soit par les butins de guerre ou l'exploitation de mines. Ensuite, il frappait monnaie et la dépensait. Cette monnaie circulait dans les marchés, facilitait les échanges, et puis une partie revenait naturellement dans les caisses de l'État grâce à l'impôt. C'est ce circuit qui était le véritable moteur de l'administration et du commerce à grande échelle. Alors, la question à 1 million de sesterces, comment une machine aussi bien huilée a-t-elle pu se gripper? Qu'est-ce qui a bien pu faire caler ce moteur, en particulier dans la partie occidentale de l'Empire? Eh bien, à partir du IVe siècle, l'Empire d'Occident fait face à une sorte de crise des ressources. Les grandes conquêtes sont terminées, donc il y a beaucoup moins de butin qui rentrent, les mines d'or et d'argent commencent sérieusement à s'épuiser, et pour couronner le tout, les coûts pour défendre les frontières, eux, explosent. L'État se retrouve avec de plus en plus de factures, mais de moins en moins de métal précieux pour les payer. Et c'est là que la spirale infernale s'enclenche. C'est logique. Comme l'État a moins de métaux, il dépense moins. Moins de dépenses publiques, ça veut dire moins de monnaie injectée dans l'économie. S'il y a moins de monnaie qui circule, les échanges ralentissent et du coup, les rentrées d'impôts en argent s'effondrent. Avec moins de rentrées d'impôts, l'État est obligé de dépenser encore moins. Le circuit est brisé. Finalement, la date qu'on retient tous, 476, la chute officielle de l'Empire, ce n'est que la signature sur l'acte de décès. L'effondrement économique, lui, était déjà acté. Le cœur financier de l'Empire avait cessé de battre bien avant que le dernier empereur ne rende sa couronne. Suite à cet effondrement, l'Europe de l'Ouest repart de zéro, ou presque. Les conditions sont radicalement différentes. Les grands marchés qui reliaient les provinces ont disparu. Le réseau de villes s'est rétréci. Et surtout, il n'y a plus d'administration centrale capable de gérer un système d'impôts complexe. La société va donc se réorganiser complètement autour de ce qu'on appelle l'économie domaniale. C'est un système qui est basé sur l'autosuffisance, l'autarcie. En gros, la production et la consommation se font presque entièrement au même endroit, au sein du domaine d'un seigneur. Les impôts et les loyers ne se payent plus en pièces, mais en nature, avec du grain, du bétail, et surtout en travail, avec les fameuses corvées. Et c'est là que le changement est radical. Contrairement à l'idée reçue, la monnaie n'a pas disparu du jour au lendemain. Les pièces sont toujours là, mais leur rôle a complètement changé. D'un outil dynamique qui servait aux échanges de tous les jours, elle est devenue un trésor, quelque chose de statique. Elle dormait dans les coffres de l'église et des grands seigneurs, au lieu de circuler dans les mains des gens. On observe alors un paradoxe assez incroyable. Alors que quasiment personne n'utilise de pièces au quotidien, la monnaie survit, mais comme une idée, comme un langage commun. On continue de tout compter, de tout évaluer en unités monétaires dans les registres, même si le paiement final se fait en poulet ou en sac de blé. La monnaie devient une sorte de monnaie fantôme, un étalon de mesure bien plus qu'un moyen d'échange réel. Mais attention, il faut bien comprendre une chose. Ce coma monétaire, c'était un problème typiquement ouest-européen. Ailleurs dans le monde, l'histoire était complètement différente et l'argent continuait de circuler. Oui, parce que pendant que l'Occident s'enfonçait dans l'économie domaniale, l'Empire romain d'Orient, Byzance, lui, maintenait ses structures d'État, sa fiscalité et donc sa capacité à frapper et dépenser sa monnaie. De la même manière, dans le monde islamique, qui était en pleine expansion, le commerce urbain était florissant, les réseaux d'échange étaient immenses et tout ça soutenait une économie monétisée très dynamique.
Et ce contraste, il nous donne une leçon absolument fondamentale. La monnaie ne circule pas par magie. Elle a besoin d'institutions solides pour la mettre en mouvement et garantir sa valeur. L'argent a cessé de circuler en Occident, non pas par manque de métal, mais par manque de l'État, qui jouait le rôle de pompe pour l'injecter dans l'économie puis la récupérer. Plusieurs siècles plus tard, une figure immense émerge, Charlemagne. Il va essayer de remettre un peu d'ordre dans cette Europe occidentale complètement fragmentée. Mais son but, ce n'était pas de restaurer l'économie monétaire à la romaine. Les conditions pour ça n'étaient tout simplement plus réunies. L'ambition de Charlemagne, ce n'était pas de faire pleuvoir les pièces de monnaie. Non, sa véritable révolution, ça a été d'unifier le langage de la monnaie. Il a créé un système de compte standardisé, la livre, le sou et le denier. Mais en pratique, seule la plus petite pièce, le denier en argent, circulait un peu. La livre et le sou, c'était surtout des concepts, des unités de mesure. La priorité, c'était que tout le monde compte de la même façon. Charlemagne avait bien tenté de centraliser le droit de frapper la monnaie, mais après sa mort et la division de son empire, ce pouvoir s'est complètement émietté. Les rois, les ducs et même les évêques, tout un tas d'autorités locales ont obtenu le droit de frapper leurs propres pièces. Le langage comptable était unifié, oui, mais le pouvoir de créer la monnaie, lui, était totalement dispersé. On se retrouve donc avec une situation assez explosive, un langage commun pour compter, mais une autorité complètement éclatée pour créer la monnaie. Et ça pose une question fondamentale pour l'époque. Que devient la confiance dans la monnaie quand n'importe quel petit seigneur peut la manipuler pour son propre intérêt? C'est ce chaos monétaire qui s'annonce qu'on explorera la prochaine fois.